Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui vous fait découvrir les différentes villes de notre belle région. Aujourd'hui, nous allons dans le Val-de-Marne et nous allons tout savoir sur Gentilly dans une émission spéciale dans laquelle vous allez pouvoir découvrir un documentaire. Avec nous, Patricia Torchman, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Gentilly, maire depuis 2008. Oui. La toute première question, c'est présentez-nous votre ville. On est juste à côté de Paris, mais encore. Alors, justement, on est juste à côté de Paris. On est un petit village, je dirais un petit village gaulois, mais il y a beaucoup plus que des Gaulois. Juste de l'autre côté du périphérique. C'est un village, un irréductible village qui a une histoire longue, qui a été une des plus grandes communes avant que Paris décide de grignoter sa banlieue. Vous voyez, le Grand Paris a commencé il y a très longtemps. Et donc est devenue une petite commune tout à fait étonnante, parce que, vous savez, il y a une devise de Gentilly, devise en vieux français, « Gentil soyez, gentil serait », qui est une très belle devise, mais qui montre bien qu'on ne se laisse pas avoir comme ça. Il faut déjà commencer par être gentil avec les Gentilléens pour que les Gentilléens soient ouverts à tout. Et alors, Gentilly, c'est l'histoire d'une petite commune aux portes de Paris qui a commencé par être la zone à l'époque et qui a pris de ses souffrances pour en faire une force. Une belle résistance, parce que c'est ces banlieues qui étaient le rejet de Paris, le rejet, qui a plusieurs sens, le rejet, ça peut être aussi une jeune pousse, le rejet, qui a finalement récupéré tout ce que Paris ne voulait pas, les autoroutes, le périphérique, les industries, donc ça lui a forgé une histoire ouvrière plutôt solide, qui en a fait une petite commune aux portes de Paris, avec une majorité de familles d'origine modeste. 17 000 habitants, une ville encore enclavée par le périphérique. Une ville qui est en forme de cœur. Elle est en forme de cœur, sauf qu'un cœur qui a du mal à respirer parce qu'elle est encadrée par le périphérique et 2 autoroutes qui ont été coupées, réalisées en tranchées, à l'époque où Paris voulait se préserver de la voiture, mais par contre, faire que la voiture arrive bien à ses portes. Et donc, aujourd'hui, nous commençons à couvrir ces autoroutes. C'est au cœur du projet du Chaperon Vert. Le Chaperon Vert est un quartier très symptomatique de cette banlieue ouvrière qui a fait de très belles choses. Il y a 60 ans maintenant, a construit du logement pour tous ces ouvriers qui sont venus travailler dans les industries et qui sont venus de partout, de tous les pays. Et donc ça fait un quartier, un véritable melting pot de familles qui sont venues de partout pour vivre, travailler à Gentilly. Ça a été l'histoire de Gentilly, des industries. L'histoire de Gentilly, les industries. Avant les industries, les tanneries, au bord de la Bièvre, ce que Paris ne voulait plus parce que ça polluait la Bièvre dans Paris. Donc on les a renvoyés à Gentilly. On avait les tanneries, le travail des peaux qui ont pollué la rivière, qui a fait qu'on a canalisé la rivière. Alors j'ai une image très drôle. Je dis, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère de l'histoire. Il y a 60 ans, on a creusé les autoroutes et on a fermé la rivière. Aujourd'hui, nous couvrons les autoroutes et nous allons réouvrir la rivière. Ça, c'est des projets dont on va parler tout à l'heure, parce que, comme toute ville de banlieue, vous avez plein de projets. J'avais quand même une question, parce qu'avec tout ce que Paris vous a fait, les périphériques, les autoroutes, les rejets, les Gentilly, comment ils voient les Parisiens, avec certaines défiances, ou les choses changent ?
Les Gentilléens voient les Parisiens avec sympathie. Ils acceptent que les Parisiens vivent aux portes de Gentilly, si vous voulez. Il ne faut pas, par contre, que les Parisiens viennent à Gentilly en disant « pousse-toi là que je m'y mette ». Donc c'est vrai que les Parisiens doivent regarder la banlieue autrement et découvrir les cités d'une autre manière. Les Parisiens viennent aujourd'hui à Gentilly en disant on n'aurait jamais pensé traverser le périphérique, on est mieux aujourd'hui qu'à Paris. Eh bien justement, je vous propose de découvrir ce documentaire réalisé par Fabien Franet, Le Chaperon Vert, 70 ans d'histoire sociale. Après ce film, vous regarderez les banlieues différemment. Ouais, ça a changé. Hein. Ici, c'était ma rue. Bon, maintenant, c'est beau, hein, mais autrefois, c'était pas si joli. Il y avait des barricades de chaque côté. Et de l'autre côté, pour pouvoir prendre de l'eau, il y avait une fontaine qui donnait de l'eau pour tout le passage. On appelait ça le passage, en fait. Le passage des Italiens. Parce qu'on était beaucoup d'Italiens. C'était vraiment archaïque. Hein. Je ne sais même pas si les gens de maintenant, ils peuvent s'imaginer qu'on a pu vivre dans ces conditions. On vivait quand même à 8 dans une pièce, sans confort. Hein. Pas d'eau, pas d'électricité, on n'avait pas de toilette, on n'avait pas d'évier, on n'avait rien. On avait un toilette commun avec tout le monde. Hein. Quand ma mère elle a commencé à vivre ici, c'était de la terre battue par terre. Arcueil est une des capitales du taudis. Un grand nombre de ses 17 000 habitants vivent dans des maisons bâties avec les rebuts de ces carrières. On y déplorait avant-guerre la plus forte mortalité par tuberculose. Les voilà, les taudis qui tuent. C'était des hivers pas possibles parce qu'on avait un poêle à charbon. Aux fenêtres, il n'y avait pas de carreaux, c'était des manteaux. C'était vraiment très très rude. On devait sortir la table dehors pour pouvoir déplier les lits. C'était lampe à pétrole pour s'éclairer. On n'avait pas le choix, fallait bien vivre. Hein. Donc moi, j'ai vu ma mère aller laver à la fontaine par là-bas en plein hiver des couvertures, des draps, le linge. C'était pas la vie rose. Hein. On appelait ça la Villa Mélanie. Le grand problème était celui de l'eau, de l'hygiène. 400 êtres humains disposaient de cette seule fontaine. Un vrai bidonville. À la corvée d'eau, c'était avec des brocs hein, pour pouvoir faire chauffer sur le feu. Et on se douchait un par un avec des gros baquets. Alors on faisait sortir les garçons pour faire doucher les filles. Après on faisait sortir les filles pour faire doucher les garçons. Et une fois par semaine, on allait au bain-douche pour se doucher vraiment correctement. Le moderne établissement municipal est très fréquenté. La vie était très très difficile. Hein. Ils n'étaient pas beaucoup payés hein, parce qu'il n'y avait pas de qualification. Bon, ils prenaient des petits boulots et puis mon papa il était souvent malade. Donc malheureusement, c'est ma mère qui devait faire avec les allocations familiales de l'époque. Donc c'était un peu compliqué pour ma mère, pour nous élever. Hein. On n'avait pas toujours à manger. C'était très familial. Hein. On s'entraidait tous. Hein. C'était vraiment, elle n'a pas, on va lui donner, tiens, t'as pas de bois, la prochaine fois tu me donneras du charbon. Pour la nourriture aussi un peu, quand l'autre il n'avait pas, l'autre donnait, puis quand on pouvait, on redonnait à l'autre. C'était vraiment très, 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 très difficile. Hein. En 1935, le bilan de la construction municipale tenait dans un seul chiffre, 0. 821 logements ont été bâtis par la municipalité ouvrière. 405 sont en chantier. D'ici 5 ans, on en aura construit 2139.
de quoi loger près de 10 000 personnes. C'est l'histoire de toutes les banlieues parisiennes. Depuis effectivement la dernière guerre, où il y a des gens qui se sont battus pour faire du logement social pour des gens qui n'en avaient pas. Il y a une vraie démarche après-guerre sur comment on réalise du logement social, de quelle manière, quelle qualité on amène, la qualité des espaces, la qualité des logements. Un vrai engagement politique au départ. Hein. Les conseillers municipaux visitent les chantiers accompagnés des représentants de l'office d'HLM. Quand la deuxième tranche du chaperon vert que vous voyez à présent sera terminée, ce sera là l'une des plus importantes cités d'HLM de la région parisienne. Elle sera très largement aérée par de vastes espaces verts. Savez-vous combien coûteront ces 1009 premiers logements et les 2 écoles du chaperon vert? Moins de 4 milliards en tout, moins que 2 jours de guerre en Algérie. Je ne renie pas du tout les quartiers qui ont été faits dans ces années-là. Je comprends complètement le concept. Nos confrères qui ont travaillé sur ces dossiers-là, c'était plutôt intelligent en termes de fonctionnement. Les gens se retrouvaient avec un logement où il y avait de l'eau, toilettes, l'électricité, des espaces verts, des jeux. Enfin, c'était des endroits à rêver. C'est très moderne, le chaperon vert. Des services, des commerces, une place de marché. Enfin, le chaperon vert, c'était extraordinaire. Il y avait tout sur place. Voilà ce qu'est devenu la Villa Mélanie. J'ai aménagé. Les trottoirs n'étaient pas faits. Il y avait de la boue. Moi, j'habitais un petit 2 pièces à Clamart, au 3e étage. Comme je suis bricoleur, j'avais rénové, j'avais rendu ça acceptable. Putain, quand j'ai débarqué là, j'avais la salle de séjour. J'avais notre chambre. Il y avait une chambre pour les 2 garçons, une chambre pour la fille. Une salle de bain, attention, hein, là-bas on faisait notre toilette dans le lavabo. On pouvait prendre une douche. Balcon. Putain, ça, on donnait sur les trucs. Mais putain, c'était le palais. Ah non, mais moi, j'étais émerveillé. C'était extraordinaire. Hein. Mais les communistes se sont battus. Je ne dirais pas les seuls, mais enfin, ils se sont battus pour la reconstruction. Toute la ceinture rouge, ils ont construit des tas de logements populaires. C'était les HLM, quoi. Et les gens qui vivaient dans des taudis, qui ont été relogés, qui venaient là. Ah non, mais il y a eu des avancées considérables. Hein. Pour nous, c'était du luxe, une baignoire. Alors là, c'était super, un chauffe-eau. Les gens, ils avaient l'eau courante chez eux, chaude en plus, des toilettes. C'est pas grand-chose, mais pour nous, c'était énorme. Puis une chambre, parce que moi, j'ai jamais eu ma chambre. J'ai jamais eu de chambre à moi. Pour nous, c'était la belle vie, hein. C'était le palace. Là, on est devant le bâtiment HW à l'escalier 4 où je suis née. Donc on est 4 enfants. Quand mon dernier petit frère est arrivé, on a eu un échange au 8e étage où sont encore actuellement mes parents depuis plus de 50 ans. Mes parents sont italiens. Ils sont arrivés en France dans les années 50. Mon père a participé à la construction du chaperon vert. L'envie d'avoir un appartement était tellement fort. Mes parents, quand ils ont eu les clés, c'est comme s'ils avaient gagné le loto ce jour-là, puisque pour eux, ils rentraient vraiment dans un logement avec un vrai toit. Pour les personnes qui rentraient dans ces appartements-là, c'était le luxe, mais le vrai luxe. Voilà mon escalier, escalier 28. Alors là, tous les jeunes, comme partout, ils étaient dans les cages d'escalier partout, etc. Bon. Alors ça, quand je descendais, voilà, ils étaient là. Alors, ici, je suis rentré de reportage, j'ai mis ma voiture, j'ai monté, je me suis fait un petit café, j'avais roulé toute la nuit. Et qu'est-ce que je vois? Les gosses, ils avaient construit un HLM à leur façon, avec de la craie. Là, ils sont devant le poste de télévision. Et j'ai une série de photos là-dessus. Celle-là, elle a mis le couvert des grands jours. Ouais, il y a le pain. Il y a même une authentique enveloppe de saucisson. Il n'y a plus qu'à s'inviter, casser la croûte avec elle, quoi. Là, ils sont couchés dans leur lit. Ouais, là, elle va prendre sa douche. Hein. Pour l'instant, ils sont en train de la coiffer. L'imaginaire des gosses, c'est magnifique. Hein. Pour moi, c'est les gosses des prolétaires. Ils sont heureux, ils sont là. Et grâce à quoi?
à cette espèce d'ensemble de cité, grâce à quoi? À des militants qui sont battus et qui ont fait ça. Voilà, là, il y avait, au milieu, il y avait le toboggan. Là, il y avait la cage à poules. Il y avait les balançoires qui étaient tout au bout là-bas. Les bancs en ciment qui étaient tout autour, où les parents s'asseyaient pour nous surveiller. Nos pelouses étaient vertes, elles étaient magnifiques, avec des rosiers partout. Il y avait des fleurs partout, tout était bien entretenu. C'était vraiment un beau parc. Les enfants sortaient de Joliot-Curie ou de Jean Lursa et tout le monde se retrouvait dans ce parc. Quand il neigeait vraiment, on était tous habillés chaudement pour aller faire les bonhommes de neige dans le parc. Donc le parc se remplissait de bonhommes de neige. On faisait des gros bonhommes de neige. Il y avait les mamans qui appelaient par les fenêtres quand c'était l'heure de manger, tout le monde remontait chez soi. Je me souviens de mon père, du 8e étage, il sifflait. Dès qu'il sifflait, je remontais. Je me souviens, il y avait ici à l'époque Madame Vigourou, elle se mettait au balcon et elle disait « Bébert, Ginette, à la soupe !» Quand c'était l'heure de la soupe, Bébert et Ginette montaient manger. On était appelés comme ça, nos parents nous appelaient par les fenêtres, c'était vraiment convivial. On était un petit village ici. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'aidait. Il n'y avait jamais d'histoire. On n'avait pas besoin de sortir, on était bien ici. Tout était ici. On était vraiment heureux, quoi. On avait beaucoup moins, mais on vivait mieux. Alors, mais ma mère, c'est sa phrase. C'est ici que j'ai connu le bonheur. Il y avait de tout, mais bon, c'était quand même une grande majorité d'ouvriers. Il y avait beaucoup d'Arméniens, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, les Portugais, mais il y avait beaucoup de familles françaises aussi. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de race pour nous. On était des enfants du quartier du Chaperon Vert. L'ambiance du Chaperon Vert était extrêmement chaleureuse et il y avait une ambiance très particulière, notamment dans les 10 étages. Les 3 grandes barres qui sont effrayantes pour quelqu'un qui n'y a pas vécu, mais qui en fait étaient très confraternelles. Chaque fois qu'on frappait, c'est « allez, tu rentres, tu t'assieds » et on discutait des heures. Il y avait cette convivialité, cette confraternité qui existait. Alors je dis bien, je ne fais pas d'angélisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'incivilité, qu'il n'y avait pas... Mais fondamentalement, il y avait des moments où, très majoritairement, les gens savaient se retrouver, exprimer leur solidarité et faire les choses collectivement. Alors après, l'ambiance était aussi quand même pas mal de fêtes de quartier, on se rendait service. Donc c'était une ambiance très sympathique, le Chaperon Vert. Il y avait un grand marché, il y avait énormément de commerçants, mais il faut dire que la cité était une cité avec aussi, il y avait de nombreux enfants, des familles nombreuses. La vie, elle était modeste. Une vie où on payait ses impôts, on payait son loyer, il n'y avait pas de gros soucis, effectivement. On n'avait pas les moyens de se lever la nuit pour dépenser les sous, mais c'était une vie à peu près correcte quand même. Il faut dire qu'à Gentilly, il y avait beaucoup d'emplois. Il y avait de l'emploi, il y avait de l'emploi notamment pour les femmes. Il y avait des usines de bobinage. Il y avait des biscuiteries, des entreprises qui faisaient aussi de l'emballage pour les médicaments. Donc il y avait un emploi féminin important. À part les cafés, à part les cafés, tout ça c'était des usines, c'était des ouvriers, quoi. Ça s'est tiers-sarisé depuis, ça a été démoli, reconstruit à certains endroits. Mais ici c'était le matin à l'embauche, ça défilait. Il y avait de l'imprimerie, il y avait de la métallurgie, pas mal de métallurgie. Alinquant, Pesa. Ça représentait près de 4 à 5 000 emplois facilement sur la ville. Ils sont allés même chercher la main-d'œuvre au Portugal et ailleurs. Ils faisaient du recrutement. Et cette classe ouvrière, elle était terriblement organisée.
syndiquée. Il y avait des rapports de force qui n'étaient pas défavorables. Et elle pesait quand même. Avec tout cet espoir pendant un moment qu'on allait vers un progrès indéfini. Il y avait une mixité sociale, finalement, oui, c'était un quartier très populaire, mais on trouvait quand même aussi des cadors, comme on dit, hein, quand même. La classe ouvrière, c'est pas simplement celle qui était à la chaîne, il y a elle, mais il y avait aussi des ouvriers très, très hautement qualifiés. J'ai parlé des gars de chez Alain Kahn, par exemple, c'était des ouvriers extrêmement qualifiés, qui gagnaient d'ailleurs pas si mal que ça leur vie, et donc qui apportaient aussi une certaine mixité sociale dans les quartiers. Il y avait aussi des artistes. Il y avait un mélange assez grand dans la population. Amblard habitait le Chapon Vert et c'est lui qui a fait les fameuses fresques qui sont à Saint-Denis sur les maquis. Aragon a écrit là-dessus. C'est réalisme socialiste, ouais, les ouvriers. Amblard, il connaissait plein de gens qui ne savaient même pas qu'il était peintre. Mais il était gentil, il parlait, tout ça. On allait faire nos courses dans les boutiques du Chapon Vert, on se rencontrait. On connaissait les gens. Il y avait un centre culturel. Je crois que mes premières expositions, j'ai dû les faire là. Sur mes photos, c'est mon témoignage sur Paris. Tout ça, c'est Paris, c'est la banlieue de Paris. C'est la construction de la tour Montparnasse. Tu as Serge Reggiani, il est venu chanter à Gentilly, lui. Brassens traînait, première rencontre. Jean Ferrat. Edith Piaf, Yves Montand, Dino Ventura, Brigitte Bardot, Belmondo. C'est mes amoureux. Voilà ma petite fille, là, parce qu'elle fait partie de mon Paris aussi. J'ai fait les bidonvilles, j'ai fait les chantiers, les usines, parce que mon œil était en colère de les injustices sociales que j'essayais d'exprimer, de soutenir, de dénoncer, etc. Mon œil n'a jamais été un œil tranquille, faire la belle petite photo magnifique. C'est un œil en colère. Je voyais un truc, il fallait le faire et le dénoncer. Il fallait montrer ses ouvriers, montrer leur dignité, montrer comment ils vivaient, Chaperon Vert, les gosses. C'était mon rôle. C'est là que j'ai commencé à aller faire les ouvriers en grève, les chantiers, tout ça, photographier les gueules des mecs. Ben, pour moi, c'était systématique. Pour moi, c'était un combat. C'est aujourd'hui, avec le recul, que je me rends compte que ça a une certaine valeur de transmission, quoi, de la mémoire. Ça a pris de la valeur parce que c'est devenu une mémoire collective. Je me rends compte que je n'ai pas été inutile. Au Chapon Vert, on était très actifs, le Parti communiste. On était puissants, hein. Esprit de classe. Hein. Quand on faisait un meeting, mon vieux, tout le monde venait, hein. C'était des masses. Hein. Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui était notre députée, mais elle venait souvent au Chapon Vert aussi. Mais c'est quand même une femme importante. Procès de Nuremberg et tout ça. Marie-Claude Vaillant-Couturier venait, elle allait chez les gens, et les maires aussi. Donc c'était des gens humains. C'est bien, hein. Il y avait un contact. Hein. Cette ville dont la population est essentiellement composée de travailleurs modestes et de cadres moyens nécessite que la vie municipale soit très active dans tous les domaines pour apporter justement à cette population tout ce dont elle a besoin, depuis la petite enfance jusqu'à la vieillesse. Que ce soit dans le domaine du logement, de la santé, de l'école, des loisirs et de la culture. Donc ça, c'était ma classe
où j'ai passé ma dernière année de maternelle. Voilà. Ici, j'ai vraiment le souvenir de cette classe. Il y avait moins de moyens qu'au jour d'aujourd'hui, mais il y avait quand même. Pour nous, c'était que du bonheur. Quand on arrivait à l'école, on avait tout. À la maison, c'est plus difficile que les parents achètent. Elle a plus de 50 ans, cette école. Hein. Donc, on est en train vraiment de parler de plusieurs générations qui ont grandi et qui ont baigné dans ce quartier. Les familles ont grandi ensemble, on a passé toute notre enfance, le patronage, les colonies, etc., Bourron-Marlotte quand on était petit. Et il y avait des animateurs adorables qui s'occupaient de nous. C'était génial, vraiment bien. Je vois que ta jambe, ça s'est pas amélioré. T'es toujours pareil. Ça reste 70% que je perds. Bon, on va pas pouvoir danser, toi et moi. Si, sur une patte. Puis sur une patte, je te ferai danser alors. Sur une patte. Oh, excusez-moi, moi. Comment tu vas? Ça va et toi? C'est une petite Ben Ramdam. C'est-à-dire que son papa, il est né avec moi au HW. Donc ça a toujours été une grande famille, la cité du Chaperon Vert. C'est un petit village dans la ville. Hein. J'y suis vraiment, vraiment attachée à ce quartier. C'est mes racines, c'est ma cité. Les enfants de ce quartier, c'est mes enfants. Je les ai tous vus grandir, je les ai vus naître. J'ai grandi avec leurs parents. Tu vas, mon petit William? Ça va, ça va. Et Dédé? Donc, Dédé, ça va. On était une grande famille ici. Une vraie famille. Tout le monde s'aimait. Une bande de potes. J'ai connu ces deux sœurs, les Gourdins. Salut Ali, comment tu vas mon petit Ali? Voilà la famille Ben Ramdam que je disais. Non, mais, nous, on est vraiment des amis d'enfance. Hein, parce que nous, on se connaît depuis qu'on est nés. Hein. On est nés dans ce bâtiment, lui là et moi là. Puis là, on a le petit Pasquale. 41 ans, et c'est Chaperon Vert. C'est ça, c'est convivial ici. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, Mais voilà. c'est vrai que là, en ce moment, ça se perd un peu, quoi. Mais bon. Comment tu vas, ma petite Martine? Ben ça va, hein, avec ça ce va beau temps. Ouais, t'as vu, c'est agréable. Dommage que j'ai pas de travail, mais bon, parce que là j'ai fini mon contrat et malheureusement j'ai ça va revenir, ma Martine. À mon âge. Une usine qui fait partie du trust BSN, elle veut la fermer pour accroître encore ses profits au moment où le chômage s'étend. Sur la ville, la désindustrialisation, la disparition des usines qui s'est achevée dans les années 80, ça représentait pas loin de près de 4 à 5 000 emplois facilement. Il n'y a pas qu'à Gentilly qui s'est passé ce phénomène, ça s'est passé sur l'ensemble de la petite couronne, de la première couronne, où se concentrait quand même une population ouvrière importante. Du chômage pour les femmes, il y a eu aussi du chômage qui a commencé pour les hommes, et donc le quartier il a commencé à souffrir globalement de ce qui se passait, parce qu'on a vite vu arriver quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui était les menaces de saisie. Les menaces de saisie, les coupures d'électricité. Les gens ont commencé à souffrir de tout ça, c'était difficile à supporter. Hein. C'était même plus des petits salaires ou des trucs comme ça, c'est le chômage, qu'est-ce que je deviens? C'est dans ce quartier où la vie est dure, où la vie a été dure pour les familles, hein, où l'histoire récente ne leur a pas apporté au quotidien de quoi se réjouir ou de quoi espérer, et des lendemains qui chantent. Ce qui a été terrible aussi à partir des années 80, et avec cette désespérance, ce chômage et tout, c'est cette concurrence qui s'est installée entre les gens qui n'existait pas avant. C'était terrible. Les gens étaient en concurrence pour l'emploi, hein, parce que c'est toujours le sentiment que c'est pourquoi lui il a eu le boulot et pas moi. Hein. Ils étaient en concurrence pour l'aide sociale, en concurrence donc pour l'emploi, pour le logement, pour l'aide sociale, pour tout. Les commerces qui fermaient, le marché qui périclitait. Tout ça, c'était quand même les signes d'un certain déclin du quartier qui était vécu très très mal par les gens, les classes qui fermaient. Tout ça, ça les a affectés directement dans leur vie.
Il y a des calculs arithmétiques aujourd'hui qui nous font la démonstration qu'il faut que les enfants soient 35 par classe. Nous ne sommes pas d'accord. Nous considérons que nos enfants à Gentilly ont besoin de moyens pour une éducation de qualité. On parle de tranches d'histoire d'une quinzaine d'années. Celui qui avait 10 ans au début, on a 25 à la fin. Et lui, sa culture, ça va être quoi? Ça ne sera pas la culture d'entreprise de son père. Généralement, il va peut-être être déscolarisé, voire même s'il est scolarisé, il ne va pas trouver un boulot avant. Il va surtout être confronté à la précarité. Bon, plus le développement quand même qu'il y a eu des incivilités, cette dégradation. Je suis arrivé dans le quartier, j'y suis arrivé en tant que travailleur social, j'y travaillais. Et c'est vrai qu'il y avait de grosses difficultés dans le quartier avec les jeunes et autres. Les jeunes, les vieux, c'était difficile. Mais la dégradation, je la vis depuis toujours. Maintenant, c'est visible, la galère est visible, la violence est visible, le chômage est visible. Mais moi, j'ai toujours vécu avec ça. Il y a des gens qui sont sur le banc de la société depuis longtemps. Depuis toujours, ils n'ont rien. Si ça continue comme ça, demain, ils vont venir comme ils ont fait ailleurs avec des bulldozers, ils vont raser tout ça, ils vont construire des machins, et puis c'est plus pour nous. Ce quartier, aux portes de Paris, c'est leur bien. S'ils ne le préservent pas, ils vont être obligés de partir. Parce qu'aux portes de Paris, quand on est une famille modeste, arriver à y vivre, c'est un exploit. Pour trouver un appart ici à Paris, c'est la galère. Le prix du mètre carré, on ne va pas le donner, mais c'est inaccessible pour quelqu'un qui a une petite bourse. Je sais la chance que j'ai d'habiter en région parisienne pour des prix tels qu'ils sont pratiqués ici. 400 €. Mais TTC, pour un appartement à Paris, les chambres de bonne ici à Paris, elles sont à 800 €. Si on dégage tous les gens des quartiers ici, il y a que des bureaux là, qui arrivent en région parisienne. Et pourquoi on a voulu garder les bars? Je sais qu'il fallait les rénover, parce que c'était des obligations. Par rapport à toutes les lois en rue, etc., c'était des obligations, sinon il fallait casser. Je crois que c'était soit ils cassaient des immeubles, soit il fallait les remettre aux normes. Alors qu'ils ont choisi de démolir. Démolir, j'aurais dit oui, c'est bien pour avoir des immeubles tout neufs. Mais les immeubles tout neufs qui sont construits là, c'est essentiellement de l'accession à la propriété. C'est des crédits sur 30 piges. Et je ne sais pas si tout le monde peut assumer un crédit sur 30 piges. Voilà, tout le monde veut acheter, on rêve tous d'acheter des appartements, mais il faut avoir les moyens, il faut savoir que d'acheter un appartement, si on ne paye pas une traite, moi je connais des copains qui ont acheté, et ils ne mangent plus rien. Et à Gentilly, avec le comité gentilléen des habitants du Chaperon Vert, il y a eu la volonté de conserver les bars, donc on les a conservés. Quand les gens leur disent on va démolir pour faire du privé, les gens, attendez, ils sont tous venus. J'ai des papis qui ont 80 ans qui descendaient, et puis des jeunes, des enfants du cru. On construisait petit à petit le projet d'habitat des Chaperons Verts, version rénovée, restaurée, modernisée, tout en préservant, évidemment, demandant à ce qu'on garde le nombre de logements et puis qu'on préserve les espaces verts, évidemment, quoi. Il y a eu un grand mouvement qui a convergé à ce que, on a eu les crédits, et deux, on en voit la réalisation aujourd'hui. Ça, je crois que les gens en ont conscience. Ensemble, on peut faire des choses, à tous les niveaux. Une des choses les plus remarquables dans cette rénovation, dans cette restructuration d'un quartier, c'est qu'elle a été conduite pendant pratiquement une quinzaine d'années avec une mobilisation permanente, extrêmement active de la population. C'est quand même leur projet. Ils n'ont jamais abandonné leur destin et leur avenir à des édiles qui sauraient mieux que ce qu'il faut. C'était leur affaire. Quand on travaille dans le cadre du logement social, on a une responsabilité sociale et politique, c'est un engagement. Il y a des gens qui se sont battus pour les faire, ces cités. Et le social mérite du beau. Les gens qui sont dedans méritent du beau. Donc on a rencontré, pas tous les locataires, mais énormément, parce qu'il y a eu une grande phase de concertation. Il y a des gens qui sont là depuis l'origine. S'ils ont l'âge de nos parents, on leur doit ça. Regardez, on m'a enlevé la planche. Ils vont venir, c'est pas fini, ils doivent faire le sol, je sais pas ce qu'il m'a dit, monsieur. Les attentes fortes que j'ai senties, c'est de faire une réhabilitation de qualité. L'objectif, c'est qu'à la fin, tous les gens du quartier soient super fiers de là où ils vivent, quoi. C'est tout.
On repart sur 50 ans. Ça va être tout beau. Ah ouais. Oh, ça va changer, hein. Ouais. 3 semaines quand même. Vous savez que ça n'a pas été fait ici depuis la construction du bâtiment. Depuis 1958, on n'avait rien changé, ni l'électricité, ni... Et tout était vieux. Et c'était pas dans les normes, quoi. Alors, non, il fallait le faire. Hein. Seulement, bon, c'est vrai qu'on nous avait dit que ce serait un moment un peu dur, mais c'est vrai. Bah, il y avait toujours quelqu'un qui rentrait, qui sortait. Les plombiers, les électriciens, il y en avait partout. C'est pesant. C'était ça, la poussière, le bruit, etc. J'étais crevée. Mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont été très fatigués. Nous, on a été les premiers à subir les travaux. Au niveau électrique, les disjoncteurs, etc. Au niveau chaudière, tout électrique. Avant, c'était gaz, mais tout électrique. Ils ont mis quelque chose pour l'isolation. Donc, au niveau du voisin, oui, on sent que c'est mieux isolé. Ouais, ils ont mis ça comme des immeubles qu'on créerait aujourd'hui, je crois. On ne peut plus laisser les gens dans des taudis, en tout cas dans le public. Hein. Dans le privé, on a encore le droit de... Mais dans le public, on est obligé. C'est pas des travaux extraordinaires, c'est des remises aux normes. Comme il y avait des périodes où l'eau était bloquée, parce qu'il y avait des coupures des fois jusqu'à 16h. Et donc il fallait faire son stock de flotte la veille. Je vais voir les voisins, je leur dis préparez la flotte. S'il y a besoin de quelque chose, vous venez à la maison. Même si vous avez besoin de vous laver, venez à la maison. Ça va monter. En tout cas, oui, avec mes voisins à moi, oui, les travaux, ça nous a encore plus soudés. Oui. Parce que c'était dur, il fallait céder. Hein. Mais Fatia, on va faire des... Tu sais quoi? On va faire de la cuisine sur les paliers hein, pour manger tous ensemble, hein, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Hein. Inch'Allah. On ira chercher de l'eau au puits. Avec les... oui. Mais les travaux, c'était très difficile à vivre. La cuisinière dans le salon, le frigo dans le salon. Je crois qu'ils se sont trompés d'évier. Moi, j'aurais pas pensé que ça allait être aussi dur. Ouais, non, mais moi, j'ai eu tous mes voisins qui se plaignaient, qui venaient me voir tous les jours en se plaignant. Moi, j'ai demandé, il ne marche pas encore. Non, mais ça devenait chaud. Les gens, ça devenait chaud et les associations ne marchaient pas. Ah non, c'était compliqué. L'objet de la réunion, c'était de recueillir les doléances des locataires des bâtiments HV et HW. Parce qu'il y a eu des malfaçons. Et surtout le chauffe-eau. On gaspille 1 ou 2 bidons froides pour que ça vienne l'eau chaude. Il y a des prises à changer. Il y a une prise à changer dans le cellier. Les gens de Chaperon Vert, ils râlent, ils agissent, ils ne se laissent pas faire, ils sont combatifs. Alors, cette combativité, là, elle se traduit effectivement par aussi exprimer le mécontentement. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est le quartier. Il y a toujours beaucoup de liens. Quand on dit les gens ne se parlent pas dans les immeubles collectifs, c'est faux, les gens se parlent. Hein, mais... Oh Ginette, bonjour. Ça va, Flamby? Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va, très bien. Je te dis, moi, il faut me dire tu, je suis un jeune. Oui, mais j'ai du mal à tutoyer. Ouais, c'est sûr. Je l'ai déjà dit. C'est sûr. Ça va sinon la santé? Oui. Ça va le moral? Oui, ça va mieux, avec les travaux à peu près terminés, enfin, dans l'ensemble. Ouais, c'est sûr. Et vous êtes content? Bah moi, je suis quand même très content. Regarde, les portes, elles sont clean. Le sol, c'est bien propre. Les copains, ils viennent, ils me disent, oh là là, chez toi, ça a changé, c'est... C'est plus joli, c'est le 16e. Ah non, pas le 16e. Ah si, ça a pris un coup de neuf. Non, mais c'est bien, on est bien. Et si on n'avait pas fait les travaux, si on avait laissé tel quel? Bah, je crois que ça aurait été la catastrophe, hein, parce que moi, je commençais à ne plus avoir assez de pression dans les tuyaux, j'avais plus d'eau chaude et tout. Non, chez moi, ça commençait à devenir mon chien. Comme c'est propre, ça me fait plaisir. Moi, je trouve que c'est bien, tout blanc comme ça va me permettre de mettre mes cadres comme je voudrais, d'apporter de la couleur. Voilà, je suis vraiment contente. Et puis, on m'a refait aussi la cuisine et la salle d'eau et les WC. Le résultat est magnifique. Hein. Moi, je dis à tout le monde, je suis très contente. Alors maintenant, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle maison. Avant, j'avais ma baignoire qui était là. Non, Elle était où? Elle était là, ma baignoire. Ah, attends, comment ils ont fait? Tiens, ça a changé. J'avais pas fait gaffe. Ma baignoire, je sais même plus comment elle était. Elle était au fond. Bon, elle devait être là, ma baignoire. Donc ils ont mis ça. Donc ça, la douche à l'italienne. C'est chiant parce que je peux plus faire mes bains, moi.
Mais au moins, en termes de place, ça fait gagner de la place, c'est plus spacieux. C'est toujours bien quand tu développes le confort, hein, c'est toujours mieux. Alors, le balcon. Alors, c'est pas le bazar, le balcon est clean. Donc le balcon qui est là. Avant, c'était un balcon, il y avait une grande grille pourrie. Donc ils ont mis des trucs comme ça. D'accord, là c'est clean, tout est propre. Hein. En tout cas, c'est nickel, avec des petites notes de musique. Super joli. Ils ont très bien bossé. Bah oui, bah, tu vois, juste ça, ça fait jet set, ça fait plus propre. Avant, c'était pas des trucs comme ça, il n'y avait pas de trucs comme ça. Moi, je suis content, l'escalier, maintenant, quand les gens viennent chez moi, ils me disent « Oh, c'est propre au chaperon vert ». Bien évidemment, avant, c'était un peu crade. Mais là, quand les gens rentrent, oui, il y a des beaux chiffres partout. Les boîtes aux lettres sont nickel. L'ascenseur aussi est nickel. À la finale, tout le monde est content. Je suis sûr que le chaperon vert, ce n'est plus des logements sociaux, on en fait de l'accession à la propriété, vous les vendez 10 000 € du mètre. Hein. Là, la cuisine ouverte sur la salle à manger. Il y a des gens qui paieraient fort cher pour habiter au chaperon vert. Quand vous voyez la qualité des espaces verts aux portes de Paris, vous en faites une cité ultra luxueuse, le chaperon. Ben, c'est pour moi une évidence. Il n'y a aucun vis-à-vis. Les bâtiments en face sont à 30, 40, 50 mètres. Enfin, il y a des arbres magnifiques. Enfin, c'est un endroit extraordinaire. Voilà, bravo. Voilà. Donc c'est des loyers imbattables avec un environnement qui est extraordinaire. Eh bien, je peux vous dire que j'y tiens à ma barre. Je l'ai connue comme ça. Moi, je suis habituée et ça ne m'a jamais fait peur. Je ne vois pas parce que c'est des bars, je ne pense pas qu'il y a des gens plus mauvais qu'ailleurs. Je me sens en sécurité, je n'ai pas peur de mon chaperon vert. D'ailleurs, quand je rencontre des jeunes que j'ai connus tout petits, mais ils sont très gentils avec moi. Il faut donner un peu, je dis, pour recevoir. Il y a une super ambiance au chaperon vert. Et les gens se connaissent tous, les gens qui ont plus de 80 ans maîtrisent encore les gens qui sont dans leur cage d'escalier, ils ont encore de l'autorité vis-à-vis des boufflets qui font des conneries. Ça s'explique, mais pas par l'architecture, par la vie, par la politique et par le social. Ce n'est que ça. L'architecture ne peut pas tout régler, et l'urbanisme non plus. Même les jeunes dehors, ils me coûtent. Il fait des bêtises, j'allais le voir. Tu fais pas ça, tu cours pas dans le scooter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu bagarres? Oui madame, oui madame. Ils me coûtent tous. C'est presque unique, ça existe dans d'autres communes, il n'y en a pas beaucoup. La baisse. La baisse. Il y a une vraie volonté au départ. Si vous abandonnez ces quartiers-là, ils vont partir en déshérence et ça deviendra effectivement des quartiers difficiles, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et c'est un combat. La ville investit énormément dans la rénovation de nos quartiers. Aujourd'hui, on continue à mener cette bagarre d'autant plus forte que les inégalités en région parisienne sont grandes. Cette idée que nous voulons que les gentilhéens, les familles modestes, les catégories moyennes puissent continuer à vivre aux portes de Paris et continuer à vivre dans les meilleures conditions. Bien, donc ça veut dire le logement, ça veut dire les espaces, ça veut dire les équipements, ça veut dire les écoles. On a toujours eu cette philosophie à Gentilly, c'est que quand on commence à rénover un quartier, on commence par reconstruire l'école. C'est une façon de dire que quand on rénove un quartier, on ne démolit pas l'ancien pour mettre tout autre chose, mais on le porte sur l'avenir. En commençant par reconstruire l'école, on assure d'ores et déjà l'avenir des enfants des populations de ce quartier. L'ouverture de l'école a été comme le signal de la fin d'un immense chantier et du début d'une nouvelle aventure. Ça, c'est de la citronnelle. Regarde, touche avec ta main et sens, tu vas voir, ça sent le citron. Ça sent le citron. Là, allez, regardez, il y a plein d'endroits où il y a des mauvaises herbes. J'ai trouvé une chenille. C'est un escargot. L'école maternelle, elle a cet intérêt, c'est le lieu, c'est la base du vivre ensemble. Poum, chic, poum, chic, poum, chic, tatawa.
L'enfant qui se retrouve à l'école maternelle est déjà un petit citoyen. Oh, ma carotte, elle est là-bas. Oh, miam, 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 miam. On s'aperçoit que ces gamins sont vraiment la démonstration qu'on peut vivre tous ensemble. Ces petits bouts-là, ils portent en eux tous les ingrédients d'une société qui a de l'avenir et qui est totalement vivace. La nouvelle école, elle écrit bien et je joue. Elle est très très jolie et j'aime trop cette école. C'est une spécificité française et elle a prouvé sa capacité à contribuer en tout cas à l'égalité des chances. Et cette société, plus elle est favorable à son épanouissement parce qu'elle va lui faire découvrir des tas de choses, et mieux ça assure à un enfant un bon départ dans la vie. J'ai trouvé mon doudou. C'est comme ça qu'on forge aussi la République de demain. Oui, je suis content que l'école soit belle. L'école est propre, elle est nickel. Mais bien sûr que oui, c'est toujours bien d'investir dans l'école. Mais ça m'a sauvé la vie, l'école, moi. De savoir parler, de savoir m'exprimer. L'école, c'est l'endroit où tu es dans un milieu où tout le monde est pareil. Tu vois, il n'y avait pas de racisme où... Moi, j'ai connu le racisme quand je suis sorti de Gentilly. Quand j'étais à Gentilly, j'avais l'impression vraiment d'être un gentilléen. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'être à part, quoi. Pour nos parents, l'école, c'était quand même l'ascenseur social. Donc nous, ça a toujours été... Ah oui, ça a été une valeur. Réussir à l'école, il fallait marcher droit. Mais moi, j'avais que des A sur mes bulletins. CM1, CM2, j'avais eu un B, mon père m'avait dit « Merde !» Mais on rentrait, on avait les devoirs encore le soir. C'est maintenant que je le vois. Hein. Je dis « Mais oui, purée, pourquoi on est tous des intellos ?» Parce que le soir, on avait les devoirs où on avait nos devoirs à faire. Des bons thés. Comme ça, peut-être. Je suis très fier de mes enfants, ça c'est sûr. T'as pas travaillé pour rien. C'est pas pour... Si je travaille, au moins j'ai dit je travaille pour mes enfants qui continuent à faire des études. Ça, de ce côté-là, je suis content. Ils ont fait des sacrifices pour nous et je pense que ça c'est pas négligeable. Ça compte beaucoup et c'est peut-être ce qui nous a amené aussi à continuer nos études. En voyant nos parents se démener comme ça, et ben on a peut-être... on s'est rendu compte des responsabilités plus vite que certains. Je viens d'un milieu très popu. Hein. On bouffait pas tous les jours. Mon père était cantonnier, on était 6 à la baraque. Ben, je vais te dire, ça on ne demandait pas. Et puis en même temps, on savait que c'était par l'école qu'on y arrivait. Hein. Regarde en face, là. Les mômes, ils font gestion. Ils vont à la fac, ils font gestion. Il y en a plein. Il y en a qui font opticien. Ils ont une volonté de faire autre chose. Pour moi, c'est vraiment très important. Des logements, des territoires de mixité sociale. On se construit avec les autres. Et puis si tu n'as pas de modèle, bah, tu restes là où tu es. Voilà. Mais s'il y a un mélange de modèles, eh ben, tu te dis, ah ben, moi je ne veux pas vivre comme ça, mais moi je préférerais vivre comme eux, quoi. C'est bien d'avoir un regard sur d'autres qui vivent un petit peu autrement. C'est ça qui fait que les gens sont portés vers le haut. Ah, mais moi, c'est génial. Il y a une autre population qui arrive, il y a des gens d'ailleurs, des gens en costard qui arrivent. Voilà, mais c'est important que les gens différents vivent ensemble. Des appartements neufs, mais c'est génial, ça ramène du renouveau, sauf que ça m'énerve, je ne vois plus la Tour Eiffel. Je voyais la Tour Eiffel, je ne la vois plus. C'est effectivement une volonté délibérée qu'il y ait un mélange dans tous nos quartiers. Hein. Nous avons eu la rencontre des populations de toutes catégories sociales, de façon à ce que chacun, finalement, s'élève mutuellement. On connaît tout le monde. Parce qu'on a élevé nos enfants ensemble. Ils vont à l'école, on se dit bonjour, bonsoir. Même là à côté, aussi, ils sont dans les pavillons, ils nous connaissent. Français, d'autres étrangers, d'autres
On est tout mélangé, mais vous savez, on s'entend bien. Jean-François, ça va? Il fait pas chaud dehors, hein? De toute façon, mes voisins sont tous sympas, ils sont tous souriants, serviables. C'est bien d'être comme ça. Un voisin, c'est sacré. C'est un jour, si un voisin il toc-toc à ma porte, il a besoin d'aide, moi je vais l'aider et je l'aide. Tellement que c'est bien, c'est calme. Pour ça, on est là, toujours. Faut aimer, hein. Il y en a qui n'aiment pas peut-être les cités. Il y a des gens qui ont peur de C'est vrai, il y a des cités, comme on dit, on entend parler des informations des cités chaudes et tout ça, mais à Gentilly, c'est vraiment calme. Il n'y a pas de problème. Hein. Jamais. Hein. Des fois, quand on donne notre adresse, cité du Chaperon Vert, ça peut faire peur parce qu'on entend le mot cité et directement on pense à cité. Qui dit cité dit jeune, dit problème, dit tout ça, mais non. En ce moment, on voit une grosse mobilisation des jeunes de cité dans le milieu associatif. C'est vraiment pour combattre tous ces préjugés. Là, regardez, check-moi ça, on montre qu'on est jeune, on vient d'une cité et ça ne nous empêche pas de venir en aide aux plus démunis. Moi, c'est inclus dans mes valeurs. Oh, merci Adama. On prépare donc une soupe pour les migrants qui sont à Calais. Voilà, là on se retrouve avec les mamans de Gentilly. On essaye tous ensemble de préparer cette chorba. Pour 400 personnes l'objectif. C'est une question de solidarité parce qu'on sait que là-bas à Calais, ils sont plus de 5000 justement qui sont dans le besoin. Et nous on essaye de se mobiliser justement avec les mamans et puis les jeunes aussi pour apporter notre aide. Parce que tous ensemble on peut faire beaucoup. Nous on a toujours grandi dans ça, dans l'entraide. Déjà nous, avec nous, dans notre famille, on a toujours connu ça. Donc je pense que c'est inné. On aime bien aider, on aime bien rendre service. Et ça marche super bien. Quand on fait des choses ensemble, ça marche super bien. Bravo pour les jeunes qu'elle a fait ça, bravo pour Adama. On aime bien que lui, 6, 7 comme ça. Bravo. Hein. Merci beaucoup. Voilà, bravo, tu bien, tu fais ça pour les gens dehors, c'est bien. Merci, c'est bien. Et les jeunes et les filles. Hein? Oui, ça c'est quoi tu fais là-bas? Des patates? J'aime bien travailler avec les jeunes, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de travailler avec les jeunes. C'est bien, ils donnent du courage. Hein. Regarde les jeunes comment. Ça fait du bien. Hein. Regarde cette salle, jamais les jeunes ils touchent, jamais ils cassent. Jamais ils font rien. Ils disent la salle de maman. Jamais. Ils m'aident, moi je suis malade, ils viennent jusqu'à devant la porte, ils comprennent à la maison les jeunes. Ils savaient que je suis là. Ils savaient. Ils passent avec le voiture, ils passent jusqu'à me trouver devant la porte, ils m'amènent. On est avec des mamans, c'est convivial. Et il y a beaucoup de jeunes compost qui se mobilisent. Et le dimanche, on prépare aussi à manger pour les sans domicile fixe. On est en train de préparer des sachets repas qu'on distribuera demain à Calais. La première fois qu'on a été à Calais, le 5 septembre, leur réaction face aux denrées alimentaires, ça se voyait vraiment qu'ils étaient dans le besoin. Et du coup, à la fin de la journée, on n'avait qu'une seule hâte, c'était d'y retourner pour pouvoir les aider encore. On peut pas être chez soi au chaud et voir ça et laisser faire en fait. Et quand on le fait une fois, ce que ces gens-là nous renvoient, franchement, ça te motive pour revenir encore. Depuis que je participe à l'association et tout, on peut pas se plaindre. Même si on n'est pas dans les meilleures conditions du monde, etc., on n'a pas à se plaindre. Chez nous, on a tous un lit, une télé, une douche, de l'eau chaude. Franchement, il y a pire. Il fait bon vivre au Chap, franchement. Franchement, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'entraide. C'est une façon de penser, c'est une mentalité qu'il y a dans beaucoup de quartiers aussi. Et justement, à la télé, on parle jamais de ça, on parle que du négatif, des trafics de drogue, des braquages, de la délinquance, des voitures cramées. Alors que c'est très minoritaire. Dans un quartier de 15 000 habitants, vous pouvez pas me dire qu'il y en a 10 000 qui vendent de la drogue. Il n'y a pas que dans les beaux quartiers qu'on est bien éduqué, qu'on va à l'école, qu'on fait des longues études. La génération des 17-30 ans, je trouve qu'ils ont grandi justement avec cet esprit-là
Et je trouve qu'ils l'ont gardé en eux. Ils essayent justement de trouver des idées pour que tout le monde puisse collaborer ensemble. Voilà. C'était une cité populaire. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'aidait, tout le monde s'entraidait. Personne n'était délaissé. Et c'est cette chaleur-là qu'on essaie de retrouver quand on revient au Chaperon Vert, en fait. Celui qui n'avait pas, il était aidé par son voisin, en fait. Mes parents étaient illettrés, et du coup, justement, quand on avait des difficultés, par exemple, pour les devoirs après l'école, j'allais chez une voisine tous les soirs. Et ça a duré toute ma primaire. Tous les soirs, il y avait une voisine qui nous prenait, on était 5, on était donc une famille nombreuse, elle nous prenait, on faisait les devoirs, et puis, parce qu'elle savait que mes parents ne pouvaient pas nous aider, donc il y avait cette entraide-là. Et c'est d'où cette mixité, ce mélange de connaissances. Moi, ça m'a construit. Après, j'ai rencontré plein de gens. Enfin, je veux dire, j'ai évolué sur Paris, où j'ai travaillé dans des endroits où il y avait des gens qui avaient grandi dans le 16e ou à Neuilly. Je n'étais pas du tout en décalage avec eux. Parce qu'au CHAP, j'avais appris, moi, j'avais mes armes, quoi, pour affronter le monde. Oh, les jeunes, alors fais-moi bisous avec mes enfants, fais-moi. Et puis, on a appris à respecter les autres pour être respectés nous-mêmes, quoi. Donc, du coup, pour affronter la vie hors CHAP et hors cité, c'était vachement plus facile, quoi, parce qu'on était armés. Dans mes nombreuses années en tant qu'élue, vraiment, j'ai toujours rencontré des jeunes qui sont des graines d'espoir, franchement, qui sont courageux, qui s'engagent, qui s'investissent, et ça, c'est magnifique. Et qui ont vraiment fait cette démonstration. Ce n'est pas l'immigration qui est un problème, c'est cette société qui ne sait pas faire de chaque individu un joyau de l'humanité, et qui disent nous répondrons par la fraternité, par le vivre ensemble, par l'amour. Et bien c'est tout ça, ces quartiers. C'est magnifique de dignité. Ce ne sont pas des assistés. Avec les jeunes en avant, nous irons loin. Il est passé. Madame Torgeman, une réaction à ce documentaire. Vous l'avez vu et revu, j'imagine, dans la préparation. C'est quelque chose qui retrace vraiment la réalité du Chaperon Vert? Il est magnifique de réalité. Il retrace la réalité dans toutes ses contradictions, on va dire, dans toutes ses souffrances, mais aussi ses bonheurs. C'est vraiment la réalité, tout point de vue, sociale, humaine, urbaine, de notre banlieue. Et le Chaperon Vert est tout à fait symptomatique de ce qu'est la banlieue, l'histoire de la banlieue. Quelque part, chaque cité, chaque banlieue pourrait générer un film de ce type, selon vous? Oui, bien sûr. La banlieue, elle porte en elle-même, dans son nom d'ailleurs, une histoire, la mise au ban du lieu. La banlieue reprend le dessus. Nous avons commencé l'histoire du Chaperon Vert, la rénovation du Chaperon Vert, en disant cette banlieue qui a été malmenée, qui a été fracturée, qui a été tranchée, polluée, doit reprendre le dessus. Alors reprendre le dessus, c'est reprendre le dessus du périphérique et des autoroutes, mais c'est aussi reprendre le dessus de son image, parce que la banlieue, elle a quand même été sacrément malmenée par des médias qui la montrent comme
comme le lieu sordide, le lieu dangereux, alors que c'est un bonheur. Et où il y a des histoires de la vie. Il y a des histoires des de gens la qui vie. font des choses. Voilà. Dans ce documentaire, qui est très centré sur les personnes, leurs histoires, leurs souvenirs et également leur bonheur du présent. Tout ça, ça a été rendu possible aussi parce que ce quartier a été rénové grâce à un projet l'ANRU. C'est quelque chose qui a été une bonne chose pour les banlieues, selon vous? Oui, l'ANRU, alors un grand projet de rénovation urbaine est une bonne chose. Le fait d'aider à cette rénovation, parce que ce sont des quartiers qui ont été malmenés, hein, donc il faut utiliser des moyens très conséquents pour réparer tout ça. Pour réparer sans que ce soit évidemment les habitants qui en payent le prix fort, sinon ça les exclut, donc c'est une belle opération. C'est aussi une belle opération parce que nous avons décidé de la faire comme nous l'avons décidé. Ça, c'est quelque chose. Nous n'avons pas, disons, suivi des orientations qui nous étaient imposées. Au début, les opérations de rénovation urbaine, il fallait absolument démolir. Bien. Pour reconstruire, nous, on a décidé, à l'inverse de démolir pour reconstruire, nous avons décidé de reconstruire avant de démolir quoi que ce soit. Et nous avons décidé de refaire du neuf à partir de ce que cette cité comportait de choses. Ça, c'est une longue bagarre pour. Ça a été une longue bagarre parce que quand on a commencé les opérations de rénovation urbaine en nous disant qu'il fallait démolir, quand nous sommes arrivés devant l'agence de rénovation urbaine en leur disant non, nous on ne démolit pas, on refait, on réhabilite, on construit du neuf, certes, mais on veut garder les populations dans ce quartier. Ce quartier ne va pas se rénover pour d'autres, il va se rénover pour ces populations et ils seront mieux à même d'accueillir de nouvelles populations, mais pas en étant exclus. Et ça, ça a Alors étonné. ça a étonné. Ça a étonné, franchement. On a réussi à convaincre qu'il fallait nous financer une opération qui ne rentrait pas dans les fourches codines énoncées. Mais on les a convaincus tout simplement parce qu'on n'a pas seulement fait une rénovation urbaine sans parler de réparer la banlieue, sans parler de faire aussi une rénovation sociale, parce qu'on peut toujours, si vous voulez changer les murs, si ça ne sert plus à la population qui vit cette cité depuis tellement longtemps, on n'est plus dans la même histoire. Cette réparation sociale, c'est quelque chose qui a été souvent critiqué dans l'ANRU 1 et qui est prévu dans le nouveau plan de rénovation urbaine. Mais vous l'avez réalisé quelque part? On l'a réalisé. Vous avez fait de l'ANRU 2 avant? Oui, on a 1. fait de l'ANRU 2 avant, tout simplement parce que on a commencé par se poser la question de savoir pour qui et pourquoi nous allons rénover ce quartier. C'est important. Pour qui et pourquoi? Et nous avons décidé de la rénovation entière de ce quartier avec les habitants du quartier. Nous avons fait un référendum qui a amené beaucoup plus d'électeurs que dans les élections traditionnelles. Et donc ça montre bien que nous réussissons à mobiliser une population, des citoyens qui sont considérés comme étant loin de la politique. On arrive à les mobiliser sur des choses très politiques. Et ce référendum a fait que la population a suivi depuis quasiment 15 ans maintenant. Pourtant, c'est dur de rénover tout un quartier. C'est dur. C'est dur. Parce que ce n'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, ça fait 15 ans. Et aujourd'hui, on en est où sur les travaux autour du Chaperon Vert? Écoutez, là, on arrive, on va dire, dans la dernière phase quand même.
il y avait une chose qui avait convaincu l'Agence de rénovation urbaine, qui finira, pas immédiatement, mais j'espère un jour, qui finira la rénovation de ce quartier, c'est de couvrir l'autoroute A6A, la bretelle. Oui. Là, ça finira totalement de rénover. On traverse le périphérique par des passerelles. On organise aujourd'hui une promenade le long des berges de l'autoroute. C'est pour donner l'idée que il arrivera bien un jour où on décidera de remettre l'espace aux piétons et qu'on recouvre totalement la voiture. Et de créer une continuité. Et de créer une continuité. On a réussi à convaincre l'agence de rénovation urbaine que c'était un projet d'ampleur et un projet qui valait le coup d'être financé, parce que nous avons expliqué que cette rénovation, elle donnait un réel avenir à ce quartier en réparant tout ce qu'il avait mis dans le trou. Alors, on sera là pour filmer ces belles images quand cette bretelle d'autoroute sera recouverte. Je vous remercie. Juste, vous avez, j'imagine, d'autres projets de rénovation. La ville bouge, la ville change en permanence. Pour vous, quels sont les grands projets en cours dont vous voulez nous parler? La ville ne cesse de bouger. Nous sommes dans une nouvelle histoire de la ville. Il y a des travaux partout dans cette petite ville de 117 hectares. Des travaux partout. On creuse le sous-sol pour faire de la géothermie. Alors c'est très marrant parce que par le passé, on a creusé notre sous-sol pour nous voler les carrières, pour que Paris puisse se construire sur le dos de la banlieue en prenant les pierres qu'on avait dans notre sous-sol. Nous avons décidé d'aller voir dans le sous-sol à chercher la chaleur qui va chauffer nos appartements de façon écologique. Vous voyez, on ne se laisse pas faire comme ça, hein. On nous aspire et nous réagissons tout de suite. Donc, on a des travaux partout dans la ville. On a une grosse entreprise qui a failli partir, l'entreprise Sanofi, qui occupait l'industrie pharmaceutique, qui était depuis le 19e siècle à Gentilly. Elle a failli partir dans le cadre des grandes restructurations financières mondiales. Et nous avons réussi à convaincre de cette entreprise de rester. Elle est restée, elle a reconstruit. C'est le nouveau rôle de l'élu, de travailler avec... Totalement, essayer de convaincre. Le jour où le dirigeant, le grand patron de Sanofi m'a dit « Oui, nous avons décidé de partir », je lui dis « C'est pas bien », mais j'ai fini par lui dire « Tant pis pour vous. Si vous partez, vous ne retrouverez jamais cette place aux portes de Paris. » Alors j'y étais un peu de façon osée, certes, tant pis pour vous. Je n'ai pas dit tant pis pour nous, alors que je le pensais. Et je l'ai fait réfléchir, et ils ont reconstruit Sanofi sur 52 000 m², un campus Val-de-Bièvre magnifique, où ils sont aujourd'hui 3000 salariés, venus dans cette banlieue, alors qu'ils étaient en plein milieu de Paris, venus dans cette banlieue pour ce... Et aujourd'hui, nous reconstruisons le long des autoroutes une grande ligne de transport, la ligne 14, qui va nous amener en un quart d'heure à Orly et qui va rendre cette banlieue, qui était totalement enfermée, enclavée, qui va la rendre accessible de partout. Finalement, bientôt, le seul obstacle sera le périphérique, à un moment donné, qui coupe vraiment la ville de Paris. Le seul obstacle sera le périphérique, mais nous sommes aussi en train de lui régler son sort, le périphérique. Nous avons engagé une grande idée qu'il est possible de faire disparaître le périphérique en prenant le dessus du périphérique, que ça devienne un petit boulevard urbain
de rien du tout, en construisant des bâtiments qui surplombent le périphérique et qui fait que d'un bâtiment à l'autre, on se parle avec Paris comme s'il n'y avait plus de périphérique. C'est un projet fou, un projet réalisable. Et vous, Réalisable, sur ce type de... donc réaliste. Vous travaillez avec les communes avoisinantes, avec Paris, avec vos voisins sur ce projet? On a toujours travaillé avec Paris. Alors, si vous voulez, on nous avait inventé la métropole du Grand Paris, alors que Paris, avant même que ça change de municipalité, nous avions commencé à travailler avec Paris. Tout simplement parce que la nouvelle histoire de la banlieue ne peut pas se faire après que Paris ait fait son histoire contre la banlieue. La nouvelle histoire de la banlieue ne peut pas se faire contre Paris. Donc s'il y a vraiment des promoteurs de la métropole du Grand Paris ou du Grand Gentilly, je ne sais pas. Ça dépend de quel côté on se situe. Ce ne sont pas ceux qui nous ont pondu ça un beau matin d'une évolution législative qui tombait de nulle part. Justement, quel est votre regard sur la métropole du Grand Paris? La métropole du Grand Paris, c'est quelque chose... Vous y croyez parce qu'il y a des élus qui sont contre? Si vous voulez, je ne peux pas être contre la métropole du Grand Paris, puisque à Gentilly, avant même qu'on en parle, on a commencé à la construire. Mais partant des réalités du terrain, le problème de cette métropole du Grand Paris, elle nous est tombée du ciel un beau matin, un peu comme les autoroutes, si vous voulez, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de dégâts sur les réalités de la ville. Donc, comme c'est une construction, c'est un peu un monstre technocratique, si vous voulez, c'est un peu dommage, alors que nous construisons réellement le travail de coopération avec Paris et les villes alentours depuis très longtemps maintenant. Nous avons réussi tout seuls à construire ce travail. Nous avons été les promoteurs de l'intercommunalité pour justement faire du neuf dans la relation entre Paris et la banlieue. Alors avoir décidé comme ça de nous faire tomber une métropole de Bruxelles, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu tout simplement s'inspirer de ce qui sortait de nos terres pour pouvoir justement le rendre encore plus performant. Là, on nous impose quelque chose qu'on nous demande de... Finalement, on recommence. C'est très... un manque de concertation. Manque de concertation totale, et puis une construction législative qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Quand ça fait... dans le syndicat Paris Métropole, quand ça fait 20 ans que vous construisez l'histoire de la métropole du Grand Paris, avec une vision plutôt réaliste, plutôt moderne, plutôt inventive, avec un gros travail, ambitieuse, un gros travail, de nombreux et qu'on élus. a un beau matin, on nous ponde quelque chose comme ça, c'est franchement dommage. Alors, on ne va pas leur laisser quand même, on ne va pas simplement se dire contre. On va y être dedans, et puis on va, de toute façon, la faire comme on l'avait décidé. Alors, ça sera compliqué, mais est-ce que les choses sont vraiment simples aujourd'hui? J'imagine que dans les difficultés budgétaires des collectivités locales aujourd'hui, c'est... ça, c'est sûr imaginer que des projets, c'est quelque ça chose... fait 35 ans que je suis élue, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On nous saccage tout. On est, nous les collectivités, ceux qui construisons de mieux, du point de vue de l'emploi, du point de vue du logement, du point de vue... On donne même... C'est nous qui donnons de l'activité aux entreprises. C'est vous qui êtes aussi au plus proche des habitants. C'est nous qui êtes au plus proche c'est nous qui sommes au plus proche des habitants. Et qui, si vous voulez, nous, une petite commune comme Gentilly, cette plus petite commune de la banlieue parisienne, qui est celle qui a le plus fort pourcentage de logements sociaux, aux portes de Paris, et qui pourtant est une petite ville extrêmement agréable, fait la démonstration qu'on est capable
de répondre aux populations, qu'on n'est pas obligé de les expulser à 50 km de Paris pour laisser les riches vivre aux portes de Paris, qu'on est capable de créer de la croissance alors qu'on nous serine sur l'austérité nécessaire. Voilà. Alors j'imagine que l'austérité, de toute façon, tout élu en fait un petit peu en fonction de la situation économique, mais la baisse des dotations, comment elle impacte votre ville? La baisse des dotations, c'est un vol. C'est un vol. On nous a octroyé des dotations parce que nous avons accepté des compétences qu'on nous a transférées. Il s'agissait tout simplement de la part de l'État de nous financer ces compétences nouvelles que nous avons prises à sa place. On arrive en fin d'émission. Là, on doit poser les 3 dernières questions à tous les élus qui viennent ici. Si vous aviez un projet fou pour votre ville? Si j'avais un projet fou pour ma ville, je vous parlais tout à l'heure de réouvrir la rivière, mais là, c'est plus fou, c'est la réalité de ce qu'on fait. Mais si j'avais un projet fou pour ma ville, vous savez, je construirais des bâtiments qui enjambent le périphérique. Voilà. C'est votre projet fou. C'est un projet fou, mais qui est réalisable, mais qui, demain, ferait disparaître le périphérique et construirait de la ville sur le périphérique. Deuxième question, s'il y a un lieu à visiter dans la ville pour les Parisiens, pour qu'ils viennent découvrir Gentilly? Ben écoutez, le parc du coteau de la Bièvre est très beau. C'est un parc magnifique qui est aussi grand que le parc Montsouris, qui est très très beau à réaliser. C'est là où nous allons faire couler la rivière d'ici quelques temps. Et l'autre endroit magnifique que nous allons bientôt inaugurer, c'est la promenade des berges de la Cisse, où les Parisiens passeront par la passerelle du Cambodge, arriveront à Gentilly et circuleront le long de l'autoroute sur un chemin, une sorte de chemin des douaniers, pour rejoindre l'autre coteau de la ville, où ils rejoindront la Bièvre de l'autre côté. C'est beau. Un nouveau parcours urbain. Un nouveau parcours. Et toute dernière question, quel est l'événement à ne pas manquer sur la ville? L'événement de la rentrée, l'événement à ne pas manquer, c'est la foire au troc que nous avons tout début octobre, qui réunit presque les 17 000 Gentilléens au cœur de la ville. Et c'est un beau moment à passer, justement pour découvrir Gentilly par ses habitants, les Gentilléens. Madame Trautmann, merci beaucoup. Vous avez maintenant découvert Gentilly d'une autre manière. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.